Especialistas dos países membros da Unasul começam a projetar o primeiro avião de treinamento militar. O Unasul 1 contará com a participação de técnicos da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O aparelho deverá servir a todas as forças aéreas sul-americanas. A construção de um avião não tripulado para vigiar as fronteiras também está nos planos dos sul-americanos. O Marrocos, país norte-africano que foi menos afetado pelos ventos da Primavera Árabe, quer aproveitar o novo cenário regional para construir um mercado comum do Magrebe, reunindo 5 países que representam mais de 100 milhões de habitantes. Mas nem tudo são flores no Reino do Marrocos. O país enfrenta um processo de divisão territorial frente à criação da República Saharaui. Para falar sobre a realidade marroquina, o Diplomacia recebe o presidente da Câmara de Conselheiros do Marrocos, Mohamed Beadillah. Olá. Dos países do norte da África, o único que não sofreu um movimento de contestação popular forte, um processo revolucionário, foi o Marrocos. Egito, Tunísia, Líbia, todos eles acabaram tendo mudanças de regime e também mudanças de mandatários. E para falar um pouco dessa realidade do Marrocos, nós recebemos aqui o presidente da Câmara de Conselheiros do Marrocos, que equivale ao Senado Federal do Brasil. Senador Cheikh Beadillah, muito bem-vindo ao programa Diplomacia. Por que a Primavera Árabe não chegou a afetar o Marrocos? Merci. La réponse très simple. Le Maroc a choisi le multipartisme depuis l'indépendance, alors que tous les pays arabes qui ont été balayés par le printemps arabe avaient des régimes dictatoriaux et un parti unique. Deuxièmement, le Maroc a, depuis maintenant 10 ans, depuis l'avènement du roi Mohamed VI, a entrepris des réformes très profondes qui ont été couronnées par la dernière constitution du 1er juillet 2011, ce qui nous a permis d'avoir donc cette transition démocratique sanctionnée par la nouvelle constitution et par un gouvernement élu. Mas algumas manifestações populares chegaram a ser registradas em Marrocos, o que levou inclusive ao rei a antecipar algumas reformas constitucionais. Il y a eu ce qu'on appelle le mouvement de 20 février, mais le 9 mars, Sa Majesté le Roi a fait un discours, il a proposé de revoir la Constitution et Sa Majesté le Roi a mis en place une commission nationale qui a écouté les partis politiques, les ONG, les syndicats, la jeunesse, et donc il y avait une synergie pour sortir, pour couronner les grandes réformes, et ce mouvement qui est né n'a pas eu de lendemain. Nós sabemos que o Marrocos é um regime monárquico, onde, ao contrário de países como a Inglaterra, o rei ainda detém um poder muito forte, embora haja um parlamento. Qual é hoje o papel, o efetivo poder, por exemplo, do Senado marroquino? Au Maroc, nous avons un système bicaméral, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Jusqu'à présent, nous avions le même rôle. Nous avons donc, en matière d'initiative législative, nous recevons les projets de loi proposés par le gouvernement. Les parlementaires peuvent proposer des propositions de loi. Nous contrôlons le gouvernement par les questions orales, par les commissions d'enquête, et nous appliquons aussi la diplomatie parlementaire. La nouvelle constitution nous a mis exactement dans le club des nations démocratiques. Quem escolhe o primeiro-ministro no Marrocos é o parlamento ou é o rei? C'est les urnes qui décident qui va être Premier ministre. C'est le parti qui vient en premier qui va diriger le gouvernement. Olhando o cenário do Magrebe, do norte da África, se percebe que após a chamada Primavera Árabe, por via do voto, por via das urnas, partidos com forte influência islamista estão chegando ao poder. E há um certo temor dos países ocidentais da presença islâmica à frente da direção dos Estados. Como que o Marrocos analisa essa situação? L'islam au Maroc est un islam modéré, tolérant, ouvert, et nous avons une composante de la population marocaine juive. Et effectivement, chez nous aussi, c'est un parti islamique qui
qui est le premier aux élections dernières, et dont le chef, M. Ben Kairan, est actuellement le chef du gouvernement, avec tous les pouvoirs d'un chef de gouvernement comme en Occident. Mais nous avons un islam tout à fait particulier, et c'est une coalition, une large coalition, avec d'autres partis qui étaient déjà au gouvernement. Et donc l'Europe, le Conseil de l'Europe, nous voit exactement comme le Maroc d'avant la Constitution. Como o Marrocos vê seus países vizinhos? Les voisins, vous savez qu'il y a eu des changements brutaux en Libye, un changement brutal en Tunisie. La Mauritanie, il n'y a pas eu de changement. L'Algérie vient d'élire un nouveau Parlement. Notre espoir, c'est avec nos voisins, c'est d'assurer une intégration régionale. Et nous pensons que ces régimes maintenant démocratiques, qui sont issus de ces révolutions arabes, vont maintenant comprendre que les défis, les grands défis de demain, défis sécuritaires, défis d'environnement, défis de l'emploi, défis de la stabilité, défis de nos relations avec l'Europe et avec l'Amérique et avec le Sud, particulièrement le Sud, parce que notre diplomatie est importante, les relations Sud-Sud sont pour nous d'une importance capitale, que nous puissions former demain le Maghreb arabe, le grand Maghreb arabe avec ses 5 pays et 100 millions d'habitants, un grand marché, un grand partenaire pour la démocratie, pour l'Europe, mais aussi un grand rempart contre l'islamisme radical, contre le terrorisme, contre l'immigration clandestine, contre le crime organisé dans le Sahel. O senhor então acredita que nesse novo quadro não há espaço para esse islamismo radical fundamentalista? C'est une menace permanente. Nous avons démantelé plusieurs cellules terroristes islamiques au Maroc, même il y a 2 semaines. Nous faisons beaucoup d'efforts pour qu'il n'y ait pas de mouvement intégriste au Maghreb. Nous avons démantelé, nous avons été le sujet d'un attentat à Casablanca en 2003, comme vous le savez, et nous démantelons régulièrement des cellules terroristes, mais ce n'est pas une menace, permanente, mais nous sommes très, très vigilants, surtout avec ce qui s'est passé actuellement au Mali, avec la scission de Mali aux 2, avec le renforcement de l'AQMI, l'Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, qui se renforce maintenant avec la scission du Mali en 2, et il faut une coopération régionale très forte. C'est pour cela que le Maghreb arabe est un rempart contre l'islamisme radical, et nous sommes très vigilants, évidemment, et très inquiets. O próprio Marrocos vive uma situação já histórica, que é a questão do território reclamado para se constituir a República Saharaui. Recentemente, o Marrocos deixou de reconhecer o papel do embaixador da ONU, que vinha negociando as regras de um plebiscito para definir a autonomia ou não desta região. Como é que fica essa situação? Il faut, une première remarque importante, c'est que la population du Sahara, le Sahara n'a jamais été un État indépendant. Il n'a pas été un État indépendant. La population du Sahara est la même que celle du Maroc. Ce n'est pas des indigènes. Même langue, même islam malikite, même culture. Et ils étaient sous protection espagnole, comme Tarfaya qui est au nord, qui n'a été récupéré qu'en 1958, et Ifni, encore plus au nord, qui a été rétrocédé au Maroc en 1969. Maintenant, cette population, après la marche verte, 2 tiers de la population sont dans les provinces sahariennes, 1 tiers est dans la région Tindouf. Donc nous avons proposé à cette population, qui est les nôtres, nos frères et sœurs, d'avoir une autonomie large, comme cela se passe chez vous, en Espagne, de diriger leurs affaires eux-mêmes avec ceux qui sont dans les provinces sahariennes, toutes leurs affaires. C'est à négocier, c'est une proposition qui est crédible, qui est sérieuse, qui a été acceptée par l'opinion internationale, mais Christopher a dépassé son mandat. Il veut transformer la MINURSO en un véritable contrôleur civil, comme cela se passait dans la colonisation. Contrôler la population, négocier avec la population, avoir des relations permanentes avec les gens, contrôler l'administration locale, et c'est pour cela que le Maroc, mon pays, voyant Christopher dévier de son mandat, a préféré trouver un autre intermédiaire pour promouvoir la paix et la sécurité internationale. O senhor vive uma situação peculiar. O senhor foi, nos anos 70, um defensor da autonomia dessa região e o seu irmão ainda é um defensor da autonomia dessa região. Como é que o senhor resolve isso dentro de casa?
Vous savez, au Sahara, c'est un problème familial. Toutes les familles sont disloquées. Une partie des familles sont à Tindouf, une partie dans les provinces syriennes. Ceux qui dans les provinces du Sud participent à l'évolution du pays, ils sont dans le commerce, dans l'armée, dans la gendarmerie, dans le Parlement. Moi, je suis même, j'ai 2 frères qui sont dans les camps de Tindouf. Moi, je suis président du Parlement au Maroc, de la Chambre de conseillers. Je suis professeur de médecine. Je suis fondateur du Polisario avec Mustafa El Seyid à l'époque. On a créé un mouvement qui s'appelle le mouvement embryonnaire pour la libération du Sahara. Mais libération à l'époque ne voulait pas dire indépendance. Il y avait l'Ouali qui voulait créer un foyer révolutionnaire au Sahara pour changer les régimes au Maroc, en Mauritanie, en Libye. Il a été récupéré par Kadhafi, armé par Kadhafi, financé par Kadhafi et puis par l'Algérie. Et rapidement, on crée cette République du Sahara que Edem Podjo a accepté rapidement dans l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque. Le Maroc, nous avons quitté. Et donc, le problème est resté. Nous espérons évidemment qu'avec cette proposition qui est sérieuse, que nos frères, nos amis reviennent de Tindouf, dirigent leurs affaires avec nous, comme cela se fait dans les pays démocratiques, mais sans vainqueur ni vaincu. La tête haute, avoir un avenir, avoir des perspectives d'avenir, construire leur pays comme toutes les régions marocaines. O senhor acha que a nova realidade da região facilita ou dificulta ainda mais as relações com Israel e para a solução dos problemas do Oriente Médio? Vous savez, le problème du Sahara est un reliquat de la guerre froide. Maintenant, si le problème de l'Afrique du Nord, avec les 5 pays, construire un ensemble intégré, ça va consolider le monde arabe et le Moyen-Orient, évidemment. Il y a là un marché moral de démocratie, de développement, de respect des droits de l'homme, de séparation du pouvoir, d'indépendance de la justice, d'égalité sociale. Et donc, c'est comme quelque chose d'une importance capitale pour le reste du monde arabo-musulman. E em relação a Israel? Israël, nous avons toujours demandé à ce que le peuple palestinien puisse retrouver ses frontières après 1967 et Al-Quds Sharqiya comme capitale. Les images de guerre transmises sur les satellites, les bombardements des enfants et des femmes palestiniennes qu'on voit dans les télévisions alimentent l'insécurité dans le monde arabe, créent des crises identitaires et je suis sûr que ça alimente le terrorisme islamique. Si on met fin à cette situation et si le gouvernement israélien négocie avec les Palestiniens et avec 2 États indépendants en sécurité, la région va vivre un avenir meilleur. E, na sua opinião, que papel o Brasil pode desempenhar sobre esse quadro? Le Brésil est un grand État qui espère un jour être au Conseil de sécurité. Avec le Brésil, nous défendons aussi le multipartisme et une politique active Sud-Sud. Avec les forums Amérique du Sud, Afrique et Moyen-Orient, nous pouvons effectivement avoir un rôle fondamental pour rapprocher les points de vue et pour aplanir les difficultés entre les différents partenaires. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Diplomacia e você continua com a gente no próximo bloco, com as notícias culturais, daqui a 1 minuto.